Bienvenue à tous et à toutes, tout particulièrement aux élèves des classes de 4e du collège Charlotte Delbault de Tronget. Et je vous invite à découvrir avec moi le troisième épisode, la troisième séance consacrée à la séquence 6, Finir la Révolution, le Consulat et le Premier Empire, 1799-1815. Et je vous rappelle que notre problématique d'ensemble est la suivante: Napoléon Bonaparte a-t-il poursuivi ou au contraire a-t-il trahi la révolution de 1789 dont il est un enfant? Après avoir planté le décor spatio-temporel lors des séances 1 et 2, c'est-à-dire après avoir dressé une carte et après avoir dressé une frise chronologique, il est temps de découvrir une œuvre d'histoire des arts qui va nous permettre de célébrer le nouveau régime impérial, c'est-à-dire le Premier Empire de Bonaparte devenu Napoléon Ier. Donc, grand C, c'est comme célébrer le nouveau régime impérial, le sacre du 2 décembre 1804. C'est un tableau particulièrement célèbre. Oui, je sais que je vous dis ça presque à chaque fois, mais là, c'est particulièrement vrai. Et la problématique va donc être la suivante: en quoi le tableau du sacre du 2 décembre 1804 est-il annonciateur de la volonté de Napoléon Bonaparte d'en finir une bonne fois pour toutes avec la Révolution en France? Comment mettre fin à la Révolution? Eh bien c'est simple, il suffit de mettre fin à la République, puisque la République est la fille de la Révolution, la République est née de la Révolution, la République est le prolongement de la Révolution. Rappelez-vous, cette République née dans des circonstances dramatiques au cours de l'année 1792 et qui s'est prolongée même après le coup d'État de 1799 de Bonaparte, puisque le consulat reste une phase de l'histoire de la Première République. Or, Bonaparte est décidé à mettre fin à la Révolution, donc il va mettre fin à la République. Et sur ce tableau, un peu mineur, ce n'est pas l'œuvre d'histoire des arts que nous allons étudier en détail aujourd'hui, mais à travers ce tableau d'un peintre qui a connu son heure de gloire, surtout en tant qu'élève de Jacques-Louis David, le fameux Jacques-Louis David que nous avons déjà étudié, et qui représente Napoléon Bonaparte en tenue de premier consul, revêtu de sa redingote de pourpre écarlate, symbole du pouvoir. Eh bien, on voit Bonaparte recevoir le texte de la Constitution qui l'autorise à proclamer l'Empire. Nous sommes le 18 mai 1804. Et pour donner plus de pouvoir, plus d'autorité à son pouvoir, une assise populaire, une base populaire à son pouvoir, Bonaparte ira jusqu'à organiser en août 1804, la même année donc, quelques semaines après, une sorte d'élection que l'on appellera un plébiscite, une sorte d'élection un peu particulière donc, puisqu'il ne s'agit pas de mettre un nom sur un bulletin, mais de répondre à une question par oui ou par non. La question étant la suivante: acceptez-vous que Napoléon Bonaparte proclame l'Empire, devienne l'empereur et mette fin à la République? Et c'est un oui écrasant qui l'emporte. Donc voilà comment s'achève la République, mais il manque un événement fondateur, un événement qui fera date dans la mémoire des Français, et cet événement fondateur, il arrive, ça va être le sacre, ou si vous préférez, le couronnement impérial. Et le sacre, le couronnement impérial, le voici, représenté sur un tableau que vous avez peut-être déjà rencontré sur Internet, en feuilletant un livre d'histoire, parce que vraiment ce tableau est célèbre. Il s'intitule Le sacre du 2 décembre 1804,
Donc vous voyez, c'est la troisième et dernière étape qui conduit Bonaparte à devenir Napoléon Ier, empereur des Français, toujours au cours de l'année 1804. Et ce tableau, eh bien, on le doit à une vieille connaissance qui s'appelle, vous l'aurez deviné, je pense, Jacques-Louis David. Je vais vous proposer de découvrir avec moi la vidéo d'Ardard consacrée au tableau du Sacre du 2 décembre 1804. Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore! Le Sacre de l'empereur Napoléon, que David a mis 2 ans à réaliser, est une véritable superproduction au service de la grandeur napoléonienne. En tant que peintre officiel, David avait assisté à la cérémonie depuis une loge. Il en avait noté les moindres détails et croqué les participants, puis les avait fait poser chacun leur tour de son atelier. Mais toute superproduction ayant besoin d'un scénariste, Napoléon n'allait pas se contenter de son rôle d'acteur et de producteur. Il fallait qu'il soit au centre de la composition, dans tous les sens du terme. Il commença donc à réécrire l'histoire. Laetitia, sa mère, étant absente le jour du Sacre car elle était brouillée avec lui, il voulut qu'elle soit ajoutée afin qu'elle assiste émue au triomphe de son fils. Et ses sœurs. Le jour du Sacre, il les avait obligées à porter le manteau de Joséphine qu'elle détestait. Alors pour éviter de les humilier davantage, il demanda à David d'inventer 2 demoiselles d'honneur pour tenir le manteau à leur place. Quant au pape Pie VII, il voulut qu'il fasse le geste de la bénédiction, arguant qu'il ne l'avait pas fait venir de si loin pour qu'il ne fasse rien. Enfin, contrairement au choix initial du peintre de le représenter se couronnant lui-même, l'empereur choisit le moment où il couronne l'impératrice, geste moins autoritaire et ô combien plus chevaleresque. Et le résultat, c'est cette toile monumentale devant laquelle Napoléon s'exclama « Quel relief, quelle vérité, ce n'est pas de la peinture, on marche dans ce tableau !» Et en bon producteur, il oublia de payer à David les 100 000 francs qu'il lui avait promis. Les pastilles vidéo de la série Dardar sont extrêmement bien faites, mais elles sont aussi extrêmement denses, puisqu'il faut faire tenir un maximum d'informations en 90 secondes, 1 minute 30. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, à revisionner si nécessaire la vidéo pour bien vous imprégner de l'ensemble des informations présentées par l'animateur Tadi. Alors, comme vous l'avez certainement compris, le Sacre du 2 décembre 1804 est l'œuvre de Jacques-Louis David, qui est décidément maintenant une vieille connaissance pour nous, puisque c'est le 3e chapitre, c'est la 3e séquence d'histoire au cours de laquelle nous croisons Jacques-Louis David, sa palette de couleurs et son talent. Alors, je vous rappelle une dernière fois que ce peintre a commencé sa carrière sous la monarchie absolue de Louis XVI. Il s'était fait connaître en particulier par le tableau du Serment des Horaces, peint en 1784-1785, avec un thème antiquisant, on voit des Romains, et on reconnaît déjà le geste du serment, puisque les 3 fils des Horaces jurent de ne pas se séparer avant d'avoir tué leurs adversaires, les fameux Curiaces. Et on reconnaît donc le bras tendu pour jurer serment, jurer fidélité à la parole donnée. Ce geste qu'on retrouvera dans le premier tableau de la période révolutionnaire attribué à Jacques-Louis David, le fameux serment du jeu de paume. Ce tableau qui ne sera jamais d'ailleurs achevé par le peintre, mais qui va se rattraper, si je puis dire, avec un tableau extrêmement connu, la mort de Marat, je vous le rappelle, ce journaliste de la montagne, ce journaliste montagnard qui avait été assassiné par Charlotte Corday, un ami
de David qui avait tenu à célébrer le martyre de ce grand républicain, de ce grand révolutionnaire. Et David que nous voyons également en autoportrait, puisque David est aussi un peintre qui se représente régulièrement lui-même. Et pour la petite histoire, cet autoportrait, il l'a fait en prison quand, à la fin de la Terreur, Jacques-Louis David a connu quelques ennuis parce qu'il était devenu assez proche de Robespierre, mais c'est un peintre qui avait beaucoup de talent, y compris celui de sauver sa tête, et donc il a survécu à la Terreur, il a survécu à Robespierre. C'est ce qui explique pourquoi, après avoir mis son talent au service du consul Bonaparte, eh bien Jacques-Louis David va mettre son talent au service de l'empereur Napoléon Ier. Et donc, voici comment ce peintre, cet artiste, au talent évidemment incontestable, va donc avoir œuvré pour 3 régimes politiques différents, 4 régimes même différents, la monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle, la République et l'Empire. C'est pas donné à tout le monde. Je vous ai mis sur cette diapositive tous les renseignements qui sont nécessaires pour remplir la petite fiche d'identité de l'œuvre, puisque je vous le rappelle, en histoire des arts, quel que soit l'objet artistique, la démarche est toujours la même. On commence par identifier, c'est-à-dire situer dans le temps, dans l'espace, identifier l'auteur, la forme de l'objet, son matériau, etc. Donc je vous laisse découvrir le texte de la diapo. Vous voyez que je suis allé chercher ma source sur Wikipédia. Je vous propose de lire avec vous le texte dont j'ai fait le copier-coller. Le sacre de Napoléon, titre complet, sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Si vous êtes d'accord, on se contentera du sacre de Napoléon. Est un tableau peint entre 1805 et 1807 par Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon Ier, qui représente une des cérémonies du couronnement. Imposante par ses dimensions, presque 10 mètres sur plus de 6, la toile de David est conservée au Louvre. Une réplique quasiment identique, commencée en 1808 par David et terminée lors de l'exil du peintre à Bruxelles, donc en Belgique, est accrochée au musée du château de Versailles dans la salle du Sacre. Le couronnement et le sacre ont eu lieu à Notre-Dame de Paris. N'hésitez pas à me mettre sur pause, à revenir en arrière, à la diapo précédente, pour pouvoir compléter tranquillement la petite fiche ci-dessous. Donc si vous avez bien fait le travail de prélèvement d'informations, vous avez dû découvrir que l'artiste n'est autre que Jacques-Louis David, que le tableau a été commandité par Napoléon Bonaparte, qu'il s'agit d'une peinture, que cette peinture est une huile sur toile de dimension assez impressionnante, puisque elle représente plus de 6,20 mètres sur presque 10 mètres. Vous avez vu dans la vidéo de Dardar une personne venir se poser devant le tableau et on voit tout de suite que l'œuvre est vraiment gigantesque. C'est pas un format de poche, on ne risque pas de partir avec la toile sous le bras. Et si vous voulez admirer l'original, il faut vous rendre au musée du Louvre à Paris. L'œuvre est juste à côté d'ailleurs de La Liberté guidant le peuple que nous avons étudié en EMC il n'y a pas si longtemps, l'œuvre de Delacroix. Et puis, oui, j'ai oublié de préciser que les années, c'est 1806, 1807, mais en réalité, le tableau a été commencé
dès 1804 en réalité, puisque Jacques-Louis David n'est pas uniquement le peintre, il est aussi le metteur en scène de la cérémonie. Donc en fait c'est un tableau qui a été conçu et réalisé sur plusieurs années. Il y a de très nombreux personnages dans ce tableau, des personnages plus ou moins majeurs, plus ou moins secondaires, mais qui, encore une fois, ont été représentés soit par David lui-même, soit à la demande de Napoléon Bonaparte. Et il est donc important d'identifier un certain nombre d'entre eux. Donc je vous propose là encore de me mettre sur pause, le temps de faire l'exercice et de redonner à chacun son identité. Donc vous avez 10 personnages ou groupes de personnages à identifier, à commencer par évidemment Napoléon Ier, ça ne devrait pas être le plus difficile à identifier, plus toute une autre série de personnages. Voici le corrigé officiel de l'exercice. Donc vous noterez que Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, est le personnage central, à peu près central de l'œuvre, sans surprise. Il attire tous les regards. Qu'il partage d'une certaine manière la scène avec son épouse, Joséphine de Beauharnais, que l'empereur s'apprête à couronner. Le troisième personnage, la guest star, comme on dirait dans les séries télé, n'est autre que le pape Pie VII, personnage au sommet de la hiérarchie de l'Église catholique mondiale, venu tout exprès de Rome pour la cérémonie. Et pour vous, comme pour Bonaparte, Pie VII est une vieille connaissance déjà, puisque c'est ce pape qui avait négocié avec le consul Bonaparte en 1801 le fameux Concordat, autrement dit le traité de paix religieux entre l'Église catholique et la République française. Ensuite, on a Jacques-Louis David qui a encore cédé à sa manie de l'autoportrait puisqu'il s'est représenté parmi la foule. Et vous noterez que Jacques-Louis David a une certaine estime de soi et qu'il s'est représenté en hauteur. Alors c'est habile de sa part, parce que certes il est plus haut que l'empereur, mais en même temps il est plus éloigné, il ne lui vole pas la vedette. Madame Mère, Laetitia Bonaparte, qui est présente bien malgré elle, si je puis dire, dans ce tableau, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On retrouve ensuite les frères et sœurs de Napoléon, parce que je vous rappelle qu'il est à la tête d'une famille assez nombreuse. Puis vous avez les grands personnages de l'État tout autour du couple impérial, revêtus de costumes qui ont été dessinés par Jacques-Louis David, puisqu'encore une fois, c'est le grand ordonnateur de la cérémonie. Et c'est d'ailleurs pas la première fois que Jacques-Louis David se découvre des talents de maître de cérémonie, parce que, rappelez-vous, pour ne citer que cet exemple-là, c'était déjà Jacques-Louis David qui avait organisé la fête de la Fédération le 14 juillet 1790 avec son arc de triomphe en bois et en plâtre, sous lequel défilaient des Françaises et des Françaises venus des 83 départements. Rappelez-vous. Puis on a le haut clergé de France, les ambassadeurs étrangers, parmi lesquels le représentant de l'Empire ottoman avec son magnifique turban, mais aussi l'ambassadeur d'Angleterre. Alors ça, c'est d'ailleurs du Royaume-Uni. Ça, d'ailleurs, c'est assez étonnant de le rencontrer, puisque la France et le Royaume-Uni ont été en guerre quasiment en permanence pendant toute la Révolution et l'Empire. Il s'est trouvé qu'il y a eu une brève période de paix entre les deux pays,
et que l'empereur a célébré son sacre au moment de cette paix, et donc l'ambassadeur du Royaume-Uni est présent parmi les autres ambassadeurs et ministres envoyés par les monarques européens à cette cérémonie. Et enfin, un petit mot pour évoquer les regalia, c'est-à-dire là, ce n'est pas des personnages, mais les regalia, je vous le rappelle, on aura l'occasion d'y revenir, c'est les objets du sacre, la panoplie qui fait le roi ou l'empereur, la couronne, le sceptre, la main de justice en particulier. Après avoir identifié l'œuvre, après l'avoir décrite, notamment à travers ses personnages, il est maintenant temps de dégager les objectifs d'une œuvre qui se veut extrêmement politique. C'est-à-dire que ni Jacques-Louis David, ni Napoléon Ier n'ont voulu d'une œuvre qui se contenterait d'être une sorte de photographie de l'événement. Évidemment que ce tableau a pour objectif de fixer pour la postérité, pour la mémoire de l'humanité, l'événement. Et d'ailleurs, c'est assez réussi puisque vous et moi, on en parle aujourd'hui. Donc c'est bien la preuve que cet événement, le sacre impérial du 2 décembre 1804, a réussi à traverser les siècles et qu'il le doit notamment au tableau de Jacques-Louis David. Mais le but de cette œuvre ne se résume pas à cela. Parce qu'en fait, c'est un très bon exemple, et c'est aussi pour cela que je vous fais découvrir ce tableau, c'est un très bon exemple des relations ambiguës, difficiles parfois, entre l'art et le pouvoir politique. Quand vous serez en classe de 3e, vous entendrez parler de l'art engagé, c'est-à-dire des artistes qui pensent par eux-mêmes, qui ont une conscience citoyenne, une conscience militante, et qui ont des messages à faire passer, et qui se servent de l'art comme d'un vecteur, comme d'un instrument pour faire passer leur message. On en a vu un exemple en classe de 4e cette année, avec l'artiste Banksy, qui dénonce le sort réservé par l'Europe aux migrants qui cherchent par exemple à passer de France au Royaume-Uni. Peut-être vous en souvenez-vous de cette caricature façon street art du radeau de la Méduse de Jéricho. Bon, ça c'est un exemple d'art engagé. Or, à l'époque de Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle, les artistes sont rarement engagés. Ils peignent à la commande. Et il se trouve d'ailleurs que c'est le cas pour ce tableau, puisque si David organise la cérémonie et l'immortalise à coups de pinceau, c'est parce que Napoléon Bonaparte lui en a passé commande et lui a même promis la coquette somme de 100 000 francs de l'époque. Bon. Et donc du coup, à partir du moment où le commanditaire paye cher, eh bien il a le droit d'avoir des exigences. Et du coup, l'artiste se plie aux volontés du commanditaire. Et par exemple, c'est une anecdote assez drôle que Tadei a relevée lui-même. Par exemple, Madame Mère, autrement dit Laetitia Bonaparte, qui ne pouvait pas supporter sa belle-fille en peinture, c'est le cas de le dire, qui n'aimait pas cette intrigante de Joséphine Beauharnais, qui avait cocufié son époux au vu et au su de tout le monde, et qui n'acceptait pas que cette femme, qui en plus était trop âgée pour donner à Napoléon Bonaparte un héritier, pour qu'elle devienne impératrice, ça c'en était trop pour Laetitia Bonaparte. Donc, pour être certaine de ne pas être forcée d'assister à l'événement, eh bien, elle s'était enfuie littéralement à Rome. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Napoléon va exiger de Jacques-Louis David
qu'il représente Laetitia Bonaparte en plein centre du tableau, hein, on ne peut pas ne pas la voir, et en plus, il va la représenter souriante, comme si elle était heureuse de voir son fils sacré, Joséphine, impératrice. Donc là, il y a un travestissement de l'histoire qui se fait à la demande du commanditaire et qui est exécuté par l'artiste. Autre preuve que l'artiste Jacques-Louis David s'est mis au service de son commanditaire Napoléon Ier, eh bien, si vous regardez le trio, si je puis dire, formé par le grand crucifix, par la tête de l'empereur et par la tête du pape Pie VII, vous pourrez voir comme une sorte de ligne diagonale, et on peut interpréter le message politique suivant, qui nous ramène au programme de 5e avec Basileus Justinien de l'Empire byzantin ou avec l'empereur Charlemagne de l'Europe carolingienne, à savoir que l'empereur est quelque part un intermédiaire entre Dieu, symbolisé par le grand crucifix, et les hommes, et d'une certaine manière, même supérieur à sa sainteté le pape. Parce que vous constaterez que le pape est plus petit que l'empereur. Vous me direz c'est normal, il est assis alors que l'empereur est debout. Or justement, la hauteur des personnages est étudiée parce que dans un tableau et dans une cérémonie comme celle du sacre impérial du 2 décembre 1804, on ne laisse aucun détail au hasard. Vous avez bien vu que Napoléon est relativement isolé de la masse grouillante des spectateurs. C'est une manière de le mettre en valeur. Il n'est pas tout à fait au centre du tableau, mais presque. Tous les regards se portent vers lui. Il n'y a pas d'erreur, pas de doute. Il est le héros du tableau. La lumière est habilement disposée de manière à éclairer son visage. Ça non plus, ça ne doit rien au hasard. Mais avez-vous remarqué qu'il est le seul avec Joséphine, enfin Joséphine elle porte une traîne de mariée, c'est encore différent, mais avez-vous remarqué que Napoléon Ier est le seul personnage du tableau à porter un manteau long? Si vous regardez les personnages à droite ou à gauche du tableau, les grands dignitaires, vous verrez qu'ils ont des sortes de capes, des manteaux courts. Or, il fait un froid de gueux, comme on dit, il fait un froid phénoménal dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, au point qu'on a été obligé d'installer des braseros. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un brasero, c'est comme une sorte de barbecue, sauf qu'on ne fait pas cuire de la viande dessus, c'est juste destiné à réchauffer. Ce sont un peu l'ambiance, l'atmosphère, ce sont un peu les radiateurs de l'époque. Alors il faut faire évidemment attention à ne pas les renverser, les braseros, pour ne pas mettre le feu d'ailleurs à l'église. Et il fait très froid, et donc les personnages vont supporter le froid, faire bonne figure. Seul l'empereur a un manteau long qui lui le protège du froid, mais c'est pas à cause des températures que Napoléon porte un manteau long, c'est parce qu'il est d'une taille relativement modeste. Il n'est pas aussi petit qu'on veut bien le dire, mais il n'est pas très grand en taille. Or l'événement doit faire de lui un grand, aussi bien en France qu'en Europe. Et oui, c'est un empereur, donc c'est un grand personnage. Eh bien, les spécialistes de la mode vous le diront. Les rayures, ça peut affiner la taille, ça peut l'allonger ou ça peut l'alourdir. Eh bien, quand vous portez des vêtements longs, ça, c'est une manière, c'est une sorte de trompe-l'œil. Un vêtement long, ça vous affine la silhouette, ça vous donne un peu comme des talonnettes si vous voulez, ça vous grandit artificiellement la taille. Alors que des vêtements courts vont donner l'impression que votre taille est plus petite qu'en réel. C'est-à-dire qu'en fait, David a voulu représenter Napoléon plus grand qu'il n'était par la taille. Voilà un autre exemple de l'art au service
du pouvoir politique. Et en fait, les messages politiques, les objectifs de cette œuvre qui est très très politique, sont assez nombreux. D'abord, Napoléon veut célébrer sa gloire, celle du couple impérial, celle du nouveau régime qui est en place depuis quelques semaines, depuis quelques mois seulement, et qui, encore une fois, avait besoin d'un grand moment. Et ce grand moment, c'est le sacre de Notre-Dame de Paris, du 2 décembre 1804. Le but, c'est aussi de faire comprendre à tous que Napoléon, quelque part, il est l'héritier de la Révolution, il s'est fait tout seul, c'est ce que les Britanniques appellent un self-made man. Il a pris le pouvoir par son talent, par son audace aussi, rappelez-vous la séance 1, la jeunesse aventureuse du jeune Bonaparte. Mais il s'appuie aussi sur le fait que le peuple de France a bien voulu de lui comme empereur, et c'est pour cela d'ailleurs que son titre officiel, c'est pas empereur de France, mais empereur des Français. Mais c'est aussi une manière, en proclamant l'Empire, de faire comprendre que la Révolution de 1789 est bel et bien finie. Et c'est aussi faire plaisir aux commanditaires, à Napoléon Ier, en le couvrant de gloire et en représentant la famille au complet. C'est très important pour un Corse, pour un Méditerranéen, la famille. Et donc, même Laetitia est présente, bien que en réalité, elle ait boudé la cérémonie. Donc, c'est un tableau qui est porteur de nombreux messages politiques que celui que nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui. En histoire des arts, il convient parfois, quand c'est possible, de prolonger l'étude d'une œuvre par des comparaisons avec des œuvres qui peuvent être parfois très différentes, mais qui ont néanmoins un point commun avec l'œuvre étudiée. Et là, je vous ai déniché, alors ça serait évidemment plus de votre programme de 3e, bien sûr, que du programme de 4e, mais ça n'est pas très grave. Je vous ai déniché une caricature de presse qui, à l'évidence, s'inspire du tableau de David. D'ailleurs, l'artiste ne s'en est pas caché, puisqu'il a surnommé son dessin « Le sacre de Charles Quinquin », inspiré de David. Donc on voit bien que la filiation est la même, sauf que, bien sûr, là, le but n'est pas de glorifier, au contraire, le but est de moquer, puisqu'il s'agit d'une caricature. Donc là, le but est l'inverse de celui d'un artiste comme David. Là, le but, c'est très clairement de se payer la tête du personnage principal de la caricature. Alors là, ça n'est plus Napoléon Ier, mais c'est le général de Gaulle, entouré par ses proches, qui sont également assez férocement caricaturés, il faut le reconnaître. Et ce sacre de Charles Quinquin, qui est un jeu de mots, parce que Quinquin, ça peut vouloir dire, il y a une chanson dans le nord de la France, une berceuse pour les enfants, tiens mon petit Quinquin. Bon, et en fait c'est une référence à Charles Quint, c'est-à-dire l'empereur Charles V du Saint-Empire, qui a régné sur l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. Et donc cette caricature signée Paul Ferjac se moque assez cruellement du grand général de Gaulle, qui est d'une certaine manière rapetissé. Là, c'est le contraire de tout à l'heure. Avec le tableau de David, on grandit le personnage de Napoléon Bonaparte par tous les moyens. Là, le but, c'est de réduire l'importance du général de Gaulle, de se moquer de lui et finalement d'en rétrécir la gloire. Voilà.
Eh bien, nous en avons fini, je pense, avec cette étude du sacre du 2 décembre 1804 par Jacques-Louis David. J'espère que cette étude vous aura intéressé. Et la prochaine fois, nous verrons, au cours d'une séance riche, que Napoléon Bonaparte a été l'héritier, le digne héritier de la Révolution française. À bientôt!